Bonjour à toutes et à tous, merci de nous préférer sur Bénin Business 24 et plus précisément sur votre émission Week Echo. Bienvenue à toutes. Le Bénin célèbre ce 1er août son 62e anniversaire d'accession à l'indépendance. Défilé dans un nouveau cadre, édification de nouvelles attractions touristiques dans la ville de Cotonou, la capitale économique du Bénin, à l'instar d'ailleurs du reste du pays, est en pleine mutation. Il s'agit de lui donner la place qu'elle mérite sans rien renier de son identité. Les impacts socio-économiques de ce nouveau parc national des monuments et sites au Bénin, c'est le sujet du décryptage avec les confrères. Et dans le dossier de la semaine, on parle des panneaux solaires photovoltaïques. Vous le savez, le Bénin, dans son ambition d'atteindre l'autonomie énergétique, a inauguré récemment une centrale solaire photovoltaïque de 25 MW à Ilou-Lofin à Pobet. Panneaux solaires photovoltaïques, j'y arrive. Avantages et inconvénients, ce sera avec un spécialiste des énergies renouvelables. Ainsi donc se définit le menu de notre émission de ce dimanche. Tout de suite, on va à la rédaction pour le mini-journal. Bonjour à tous, bienvenue dans le mini-journal de ce dimanche sur Week Echo. Les mangroves constituent des zones écologiques remarquables par leur richesse. Ces écosystèmes extraordinaires contribuent au bien-être, à la sécurité alimentaire et à la protection des communautés côtières du monde. Les mangroves agissent également comme une défense côtière contre les ondes de tempête, les tsunamis, l'élévation du niveau de la mer et l'érosion. Il est donc important de sensibiliser à l'importance des écosystèmes de mangroves en tant qu'écosystème unique et spécial. Amandine Anyamboso. Les mangroves sont des écosystèmes rares, spectaculaires et prolifiques. Elles se situent à la frontière entre la terre et la mer. Ces écosystèmes extraordinaires contribuent au bien-être, à la sécurité alimentaire et à la protection de communautés côtières du monde entier. Cet écosystème constitue un habitat vraiment favorable pour la reproduction des espèces halieutiques, notamment les poissons. Les mangroves permettent également, de par leurs racines, de fisser les sols des berges pour permettre leur stabilité et également pour lutter un peu contre les érosions côtières. Et c'est un atout touristique pour chaque pays qui en dispose. Ça consomme les gaz nocifs à l'environnement. C'est beaucoup de choses que font les mangroves dans les pays qui en disposent. Les mangroves disparaissent 3 à 5 fois plus vite que les pertes forestières mondiales globales. Les estimations actuelles indiquent que la couverture de la mangrove a été divisée par 2 au cours des 40 dernières années. Au Bénin, elles sont défrichées pour servir de bois de chauffage. Les localités riveraines des zones de mangrove, dans ces localités, les communautés dépendent beaucoup plus des bois de mangrove pour préparer à la maison, pour faire la cuisine, puisqu'il n'y a pas d'autres sources de bois énergie à portée de main. Il y a l'activité saliculture qui se développe de plus en plus dans les zones de mangrove. Il y a cette pression qui augmente de plus en plus sur les ressources des mangroves et qui occasionne vraiment la diminution des surfaces de mangroves. Selon les chercheurs, si rien n'est fait pour freiner le rythme de destruction, les mangroves pourraient disparaître d'ici à 2040 et des actions sont menées sur le terrain. Si le site est sacralisé, les communautés craignent mieux et n'y vont pas toucher. Il y a les ONG dont Eco-Bénin qui essaient de restaurer ces zones de mangroves qui sont dégradées avec les communautés. Et ils font les pépinières de mangroves et après ils procèdent à la plantation de mangroves dans ces zones. Par exemple, en 2020, dans cette réserve de la Bouche du Roi, Eco-Bénin a restauré jusqu'à 85 hectares de zones de mangroves dégradées. Il y a eu des sensibilisations qui se font au niveau local pour conscientiser ces communautés à réduire les pressions sur les écosystèmes de mangroves. Les écosystèmes de mangroves constituent un bien commun et mondial et dont nous devons vraiment nous en occuper pour leur protection
et la gestion durable pour nous aujourd'hui et pour les générations futures. Les mangroves encore mal connues sont considérées comme des lieux sans intérêt avec des moustiques. Pourtant, c'est une niche écologique magnifique. Leur préservation doit être une priorité. 125 000 personnes décèdent chaque année en Afrique des hépatites malgré la disponibilité des traitements. Ce sont des maladies que la médecine moderne peine encore à guérir avec beaucoup d'efficacité et d'efficience. Seul un dépistage précoce permet de connaître son état sémiologique et d'être soumis à un traitement approprié. À travers ce reportage que vous allez suivre, Marianne Bossemene revient sur les voies de transmission et le processus pour traiter les différentes sortes d'hépatite. Dans le monde, il existe plusieurs formes d'hépatite virale. Selon le dernier rapport mondial de l'OMS, 325 millions de personnes sont atteintes de l'hépatite B ou C. Les spécialistes évoquent des causes variées. Et ces virus sont désignés dans l'ordre alphabétique suivant leur découverte de A, B, C, D et E. Au Bénin, c'est les causes infectieuses. Et dans ces causes infectieuses, on va parler des causes infectieuses virales. Il y a les causes toxiques et il y a des causes métaboliques. Ça concerne les sujets qui sont souvent très obèses. Il y a d'autres causes, les causes immunologiques, les tisanes que vous prenez, certains médicaments aussi qui peuvent être cause d'inflammation du foie. Au Bénin, les hépatites B ou C exposent plus à la chronicité lorsqu'ils ne sont pas tôt détectés, tant les signes sont silencieux. Il y a ce qu'on appelle les infections aiguës et les infections chroniques. Aiguës pour dire que le délai de l'infection ou de l'inflammation jusqu'à la guérison de la maladie, ça n'excède pas les 6 mois. Quand l'infection évolue au-delà des 6 mois, on parle de chronicité. Et si vous passez à la phase chronique, ce qui voudra dire que vous êtes exposé aux complications. Et notamment les complications, c'est la cirrhose et c'est le cancer du foie. Dans 80% des 2 cas, il n'y a pas de signe. Avant que l'ITER n'apparaisse, généralement vous avez de la fatigue, de la fièvre, des douleurs dans les articulations. L'hépatite est qualifiée de tueur silencieux. Son mode de transmission reste tout précoce et dangereux. La majorité ont l'hépatite B, mais c'est une contamination qui se fait très tôt dans les premières heures de vie, de la mère à l'enfant. Ça peut se faire de façon horizontale avec les enfants vivant sous le même toit. Les autres voies qui sont sexuelles ou bien sanguines, c'est beaucoup plus rare. Le virus C, c'est une contamination purement sanguine. Avec l'évolution de la science, il existe aujourd'hui un vaccin pour prévenir les hépatites et des moyens de traitement pour les personnes atteintes. On a du vaccin monovalent pour vacciner systématiquement dès les premiers jours de vie tout enfant qui naît. La vaccination pour l'hépatite B, il faut dire chez l'adulte, c'est le schéma à 3 doses. Concernant la forme aiguë, chez l'hépatite B, il n'y a généralement pas de traitement. C'est le repos et il faut éviter d'autres produits qui agressent le foie davantage. Tout rentre dans l'ordre, l'organisme se charge de régler le problème dans les 6 mois. C'est seulement ceux qui font une hépatite chronique active, c'est ceux-là qu'on prend en charge. Parce que les traitements qu'on donne pour l'hépatite B, c'est un traitement à vie. Alors que pour l'hépatite C, c'est un traitement de 3 mois et là, vous avez la guérison dans les 3 mois après le traitement. Le Bénin se situe dans une zone de forte endémicité. Pour plus de sécurité, les médecins recommandent le dépistage précoce et la vaccination chez les sujets sains. On reste dans le domaine de la santé pour vous dire que dans le monde, plus de 3 millions de cancers de la peau sans mélanome et 150 000 cancers de la peau liés au mélanome sont diagnostiqués chaque année. Le cancer de la peau est une pathologie provenant de la division incontrôlée des cellules de la peau. Mais quelle en est la cause et quelles sont les précautions à prendre pour ne pas en souffrir? Élément de réponse dans ce reportage signé Christelle Hueto et présenté par Amandine Anyamboso. Le cancer de la peau est la principale cause de décès chez les personnes atteintes d'albinisme. Cette tueuse silencieuse est peu répandue sous nos cieux. Non, je ne connais pas. Je n'ai même jamais entendu ce nom-là. Les produits dépigmentants, là, c'est ça qui peut créer le cancer de peau. Nous sommes tous les jours exposés au soleil. Et vu qu'il y a la pollution actuellement, la couche d'ozone est très fragilisée, donc les rayons ultraviolets
percute directement ta peau, ce qui peut amener un cancer de peau. Différents facteurs peuvent accroître les risques du cancer de la peau. Parmi eux, l'exposition au soleil. Néanmoins, d'autres facteurs individuels sont également à prendre en considération. Vous avez aussi l'exposition aux hydrocarbures. Ceux qui travaillent par exemple dans l'industrie du pétrole, chez nous par exemple les vendeurs d'essence, les mécaniciens sont à risque aussi. Vous avez les brûlures, les cicatrices des brûlures qui aussi sont un facteur de risque, les plaies inflammatoires chroniques aussi. Quand on parle de cancer, il faut parler de consultations fréquentes en dermato chez des sujets caucasiens. Et lorsqu'on a des taches pigmentées, isolées, qui durent, qui grattent, ou bien qui ne cicatrisent pas sur un endroit de la peau, il faut automatiquement consulter. Les produits cosmétiques constituent également un risque pour la peau. Ils contiennent des substances dont les composants sont souvent inconnus. Des cosmétiques qui sont non adaptés, contenant de l'hydroquinone par exemple, ou bien des sels de mercure, ou bien également contenant alors en fait de l'hydroxyde d'aluminium ou des dérivés, on peut avoir à long terme des cellules en fait qui perdent donc alors leur renouvellement spontané. Tôt la maladie est détectée, mieux la prise en charge est efficace. Plusieurs traitements sont disponibles pour traiter le mal. La chirurgie qui est le traitement principal. Vous pouvez aussi avoir la radiothérapie lorsque la chirurgie ne peut pas intervenir. Lorsque vous avez une tumeur large où la chirurgie sera délabrante, on peut passer par la radiothérapie. Et dans les cas de métastase, c'est-à-dire que vous avez la tumeur dans d'autres régions, loin de la tumeur primitive, en ce moment on utilise la chimiothérapie. Une petite plaie qui ne guérit pas, un nodule rosé ou encore une sensation de brûlure ou de démangeaison. Autant de symptômes qui doivent interpeller. Selon les spécialistes, une prise de conscience des populations est nécessaire pour améliorer le diagnostic précoce du cancer de la peau. Ce sera tout pour le mini-journal de ce dimanche. Ne zappez surtout pas. Week Eco se poursuit avec Ilvaïs Balogun. Merci à vous, Nadège Omolandesani. Et dans la suite de cette émission, c'est à présent le tour de la revue de presse économique. C'est une présentation de Arnaud Adadia. Amis de la revue, bonjour. Macron au Bénin, une tournée symbolique et de réchauffement des relations de coopération entre les deux pays marque la nouvelle tribune à sa une. La nation ajoute l'axe France-Bénin, des actes forts pour une coopération décomplexée. L'autre quotidien renchérit, Talon satisfait de 3 acquis importants de la visite de Macron au Bénin, les secteurs de l'éducation, de la lutte contre le terrorisme et la promotion de la culture. De 2017 à 2022, le volume de contribution est estimé à plus d'un demi-milliard d'euros et la contribution des banques privées à plus de 800 milliards d'euros. Toute contribution que le président Talon trouve d'exemplaire. Sur l'axe Bénin-Niger, un accord a été trouvé avec Bolloré sur le dossier de la boucle ferroviaire. C'est la nouvelle tribune qui nous livre l'information. Selon le Canard, une délégation béninoise conduite par le ministre Abdoulaye Biotchane s'est rendue au Niger et a été reçue en audience par le numéro 1 nigérien Mohamed Bazoum. En réalité, le Bénin et le Niger se sont accordés avec le groupe Bolloré de façon consensuelle pour mettre en place un protocole de résiliation dont la signature est intervenue à Niamey le 22 juillet 2022. Cette signature vient mettre un terme définitif aux conventions de concession entre les deux États. L'événement précis et le potentiel ont également relayé l'information. Toujours cette semaine, Gaskiani Info, dans ses enquêtes, est allé découvrir un crime écologique à Avrankou.
Un crime qui concerne la source d'eau de Dogba en proie à l'ignominie, titre le journal. En effet, depuis quelque temps dans le village de Kodogba, l'activité d'extraction du sable menée non loin de la localité crée des crevasses qui drainent des eaux de ruissellement capables d'inonder le village, rapporte le même journal. Enfin, pour tout contrat de bail à usage domestique en République du Bénin, il faut désormais remplir un formulaire institué par le gouvernement. L'information est alliée à la page 10 et 11 du journal Fraternité. Des jardins de Mathieu au monument de l'Amazone, en passant par le boulevard de la Marina pour descendre devant la statue de Bioguera, devant l'aéroport international Bernardin Gantigny, sans oublier la rénovation de la place des Martyrs. Nous voici à l'heure de la vente de la destination Bénin. On en parle avec les confrères, le décryptage. En plateau avec moi, 2 journalistes spécialisés des questions de culture. Je reçois ce matin Pacôme Alomakwe. Pacôme, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci d'être avec nous. Un plaisir. À côté de Pacôme, Roderick Dedenyou. Roderick, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci d'être là. Merci. Alors, chers confrères, on va commencer par une question un peu basique, simple. Comment est-ce que vous appréciez le nouveau visage que prend la ville de Cotonou? Pacôme? En tant que Béninois, c'est un sentiment de fierté voilà, qui vous anime tout de suite quand vous sortez de la ville de Cotonou, que vous venez de Sémépodi ou de Calavi ou de Ouida. Je veux dire, vous voyez que toutes les portes d'entrée dans la ville ont un nouveau visage. D'abord par l'asphaltage, où les voies sont très bitumées et voilà. Et décoré avec des arbres, avec des fleurs. Et quand vous rentrez dans la ville même, vous découvrez des éléments, ce que j'appelle souvent des objets de collection à ciel ouvert. Parce que la ville semble devenir comme un musée à ciel ouvert, où il y a plusieurs objets de collection qui sont exposés de part et d'autre. Au niveau de l'aéroport, on voit le monument Bioguera. Quand vous prenez l'avenue de la Marina, qu'on appelle désormais, à un moment donné, vous découvrez la statue, le monument de l'Amazone. Vous évoluez, vous verrez le jardin Mathieu Kérékou. Et de l'autre côté, vous verrez le monument qu'on appelle la place des Martyrs, place de l'Étoile et bien d'autres. Et donc, c'est une satisfaction, c'est une joie, c'est une certaine fierté qui nous anime en tant que Béninois. On dit, voilà, notre pays a des éléments représentatifs de son patrimoine culturel, des éléments qui nous confortent en tant que Béninois, parce que ce sont ces éléments qui traduisent notre culture, notre identité nationale, qui traduisent les valeurs qui déterminent nos différentes pensées et actions des hommes. Donc, c'est un sentiment de fierté et il faut remercier ceux qui ont eu cette idée et cette pensée. Alors, Roderick, c'est vrai que vous êtes entre Cotonou et le nord du pays. Alors, comment est-ce que, quand vous arrivez à Cotonou, vous voyez cette métamorphose-là? Oui, en réalité, il faut d'abord remercier le chef de l'État pour cette vision qui vraiment impacte le Bénin positivement, j'allais dire. Et je pense que en tant que Béninois, je ne peux que être fier quand même du travail qui est fait, qui est amorcé depuis l'avènement de ce régime. Il faut dire que c'est un travail qui a été structuré, bien pensé, bien mûri, dans la mesure où c'est d'abord un travail d'alphatage qui a été fait d'abord. Vous voyez, c'est tout un cheminement, un processus. Et après, maintenant, c'est les monuments, les sites. Vous voyez, donc je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons être fiers d'être Béninois parce que nous avons des endroits stratégiques que nous pouvons
parler avec fierté et donner tout ce qui est autour de ces monuments et sites. Mais à votre avis, quand on voit, on l'a cité tantôt, le monument de l'Amazone, la place des Martyrs, la statue de Bioguera, sans oublier les jardins de Mathieu, quand on voit tout ça, est-ce que ça apporte quelque chose à la ville de Cotonou? Oui, en réalité, c'est une vitrine déjà pour la ville parce que ça met aussi, ça permet de vendre la ville de Cotonou autrement. Parce que vous savez, il y a 5 ans, il y a 10 ans de cela, ce n'était pas le cas. Mais aujourd'hui, il y a une métamorphose, il y a un changement, un nouveau visage pour la ville de Cotonou aujourd'hui. Donc nous pouvons être fiers quand même. Alors, par contre, ces sites et monuments, de façon tangible, apportent quoi aux Béninois? Les apports... Ou peuvent apporter quoi aux Béninois? Non, ça apporte déjà, voyez-vous, je dis, un peuple fier de lui-même est déjà un peuple déterminé pour mais au-delà de la fierté... Oui, je viens dans les détails. Et donc, ces monuments, je vais dire, ce nouveau visage de Cotonou, et ce n'est pas que Cotonou, parce que j'ai visité d'autres communes, Kétou, où il y a plein de monuments qui ont commencé par germer dans les localités. Et donc, ça apporte ce qu'on appelle le rayonnement. Vous savez, un peuple rayonne, enfin, qui rayonne, oui. C'est un peuple ou une communauté qui suscite curiosité. Et donc, les gens veulent découvrir. Ils sont intéressés à venir voir ce qui est là. Et ceux qui restent, donc les résidents de ce pays ou de cet État, ont souvent ce besoin ou cette estime de soi-même. Voyez-vous. Et donc, capable maintenant de dire, voilà, je suis dans un pays voilà, où il fait beau vivre, voilà, on y est dedans, etc. Et ça, c'est important parce que lorsque vous avez des citoyens qui sont des fonctionnaires ou des travailleurs et donc dont les actions participent à la construction de l'édification nationale, enfin de l'édifice national ou du développement, la fierté de ce peuple a des impacts sur le rendement de ces communautés. Vous comprenez? Vous êtes fiers de vous déplacer dans la ville, de venir dans votre bureau, après voilà, aller prendre de l'air quelque part sur un de ces sites, voilà, prendre des photos. Voilà. Cet épanouissement est déterminant pour mettre le Bénin au travail, donc les travailleurs à beaucoup plus de rendement et d'efficacité sur le travail. À votre avis, le message qu'on a voulu délivrer aux Béninois en édifiant de tels monuments, parce qu'on a la statue de l'Amazone, le monument de l'Amazone, on sait que traditionnellement ou ancestralement, ça représente quelque chose pour les Béninois. Bioguera également représente quelque chose. Tout ça mis ensemble, quel est, à votre avis, le message qu'on a voulu donner aux Béninois en mettant ces édifices en place? C'est l'amour pour nous-mêmes, donc le patriotisme. Vous voyez, et on peut en citer dans les intérêts sociaux de ces différents monuments. Quand vous prenez l'Amazone et fouillez dans l'histoire, vous verrez que les éléments pertinents qui ressortent de leur vécu, de leurs actions en tant que citoyens, enfin, en gré de Dahomey et par conséquent du Bénin, c'est la bravoure, l'engagement pour la communauté, le sacrifice, vous comprenez, et l'effort permanent pour sauver les intérêts de son peuple. Voyez-vous, un peuple qui commence par s'inscrire, ou j'avais dit, dont la conscience collective commence par être nourrie par ces éléments, c'est un peuple qui est déterminé à réellement réussir, quelles que soient les difficultés et les enjeux. Je reviens sur le monument de Bioguera, l'image de la personne, toujours la capacité à défendre les intérêts de leur communauté, à aller contre l'injustice, vous comprenez, les sévistes ou celles de la colonisation. Donc, c'est des gens qui représentent des principes et des valeurs. Et c'est-à-dire quand nous sortons de nos villes, de nos maisons et que nous découvrons ces choses, à chaque fois quand on regarde l'image du monument, c'est-à-dire notre conscience va vers ces valeurs. Et c'est important que nous construisons donc notre identité culturelle et nationale autour de ces valeurs. Et ça nous donne des repères. C'est ce que nous comprenons par là. Désormais, nous avons des repères pour dire, voilà, au Bénin, ce sont des Amazones, ce sont des guerriers qui défendent leur communauté et patrie. Donc, c'est important de préciser ces valeurs.
qu'incarnent les monuments. Roderick, Paco l'a dit, bravoure, défendre autant de choses qu'on veut aujourd'hui inculquer aux Béninois, c'est-à-dire qu'avec le temps, on a perdu un peu de bravoure et qu'il a fallu rappeler aux Béninois quand même que par le passé, on a eu des hommes et des femmes qui ont défendu ce pays brillamment et qu'il faut continuer ainsi. Sinon, à mon niveau, moi, je pense que outre tout ce que mon collègue Paco vient de dire, moi je dirais que c'est une consécration de tous ces acquis, de tout ce que ces acteurs clés de l'histoire au Bénin, c'est juste un rappel, c'est juste pour leur dire voilà, il faut les célébrer autrement. Et que nous, aujourd'hui, c'est des exemples également qu'il faut suivre pour défendre. Pour continuer à défendre la patrie, vaille que vaille, voilà, en quelque sorte. Alors, vous avez dit quelque chose de très intéressant pour moi, c'est la consécration de ces acteurs-là qui ont participé à construire ce pays. Au-delà de les consacrer à travers des monuments, est-ce qu'il ne faut pas penser aussi à les consacrer à travers les œuvres, ou plutôt les ouvrages, au programme, pour que de plus en plus on s'approprie encore plus notre histoire? Oui, en réalité, il faut dire que le premier pas est déjà fait. Donc, sûrement qu'il doit y avoir d'autres. Et ça, c'est des décisions politiques. Et je pense que ça, c'est déjà une tribune ouverte pour ces acteurs aussi d'aller dans ce sens pour véritablement célébrer ces acteurs de ce pays, ces héros quand même. Ces héros de ce pays. Ce qu'il vient de dire, je vais compléter. Ça se fait déjà. C'est rare les écoles ou donc les apprenants qui ne visitent pas les sites. Je sais qu'avant les travaux d'aménagement, il y a eu Place des Matières qui accueille souvent les apprenants et on leur parle de l'histoire, de la place des Matières, etc. Et donc ce travail se fait déjà. Il y a aussi avec les trésors royaux. Voilà, vous voyez tout ce que ça a comme émulation, participation des communautés. Mais il faut renforcer cela au-delà de... C'est-à-dire qu'il faut décréter, je vais dire, en griffe, par des notes, des arrêtés, peu importe le niveau de responsabilité des gouvernants, pour qu'on inscrit ces activités dans le système et qu'on augmente, même si possible, la durée dans le système éducatif. On dit pendant 8 mois où nous allons au cours, on peut prendre 2 semaines pour permettre aux apprenants d'aller, si possible, même aller faire des cours au niveau de ces monuments. Donc, c'est des actions qui méritent. Et ce n'est pas que les apprenants. Il faut qu'on aille même vers les fonctionnaires, les salariés, etc., pour leur permettre de connaître leur histoire. Moi, je connais des gens qui sont restés dans des villes où ils sont incapables de dire, voilà, dans notre commune, nous avons tel site touristique. C'est dangereux, vous comprenez. C'est des éléments sur lesquels il faut connaître. Donc l'éducation doit être une éducation à la fois académique pour les apprenants, mais fonctionnelle pour les salariés et agents permanents de l'État. Est-ce qu'on peut dire que c'est dans la droite ligne de ce qui a commencé? Parce qu'on a eu le retour des trésors royaux. Oui. Et quelques jours après ou quelques mois après, on a eu ces monuments qui ont commencé à sortir de terre. Est-ce dans la droite ligne, non seulement de célébrer tout ce qu'il y a eu par le passé et qui caractérise le Bénin, et au-delà inculquer dans la tête des Béninois quand même qu'il y a une histoire derrière nous, et cette histoire, il faut continuer à la partager? Bien sûr. Allez-y. Bon, c'est-à-dire quand on parle de la culture et donc du tourisme, je suis un peu... Voilà. Et oui, c'est dans la droite ligne. Et ce que nous, mon ami Rodrigue, a commencé déjà par... C'est-à-dire que c'est bien pensé en fait. C'est-à-dire que nous sommes à l'étape, à un moment donné, moi j'ai eu même des échanges un peu... avec des amis pour dire, voilà, faisons la promotion. On a dit non, pour le moment, nous sommes à l'étape de la construction du produit, de l'offre touristique. Et que le moment de la communication va venir. Et donc, je puis dire qu'aujourd'hui, l'omelette a pris. Et donc, le produit est relativement disponible et que nous rentrons dans la phase de la communication. Et donc, c'est une politique qui est définie à travers de ce qu'on appelle des projets prioritaires, coordonnés ou dirigés par l'ANPT, que vous connaissez, donc, et aussi le ministère de la Culture. Et tout ceci fortement lié, je vais dire, impliqué, parce qu'il y a la forte présence du président même qui regarde avec un regard très, à travers ses conseils et autres, tout ce qui se fait. Et donc, c'est toute une politique qui est définie. Et donc, nous sommes dans des étapes, une sorte de phasage des actions de
j'aime pas trop ce mot, révélation de notre... Mais c'est le mot qu'il faut. Oui, mais vraiment, nous sommes dans la dynamique. Je pense que déjà, le Bénin se révèle, même si c'est à échelle pas très régionale, mais oui, continentale. Nous suscitons, moi j'ai des contacts au Bénin et dans d'autres pays, nous suscitons intérêt et curiosité. Et les gens veulent venir voir. Vous verrez que les différentes fêtes qui vont s'organiser, comme la fête du 10 janvier, etc., vous verrez qu'il y aura vraiment du monde. Les gens viendront davantage pour découvrir le pays. Alors, oui, Rodé. Je vais un peu renchérir ce que M. Pakoum vient de dire, pour dire aussi que c'est un tout. Et en réalité, parce qu'aujourd'hui, quand vous allez à Ouida, il y a un travail aussi qui se fait à ce niveau. À Lada aussi, à Abomey, n'en parlons même pas parce que vraiment là-bas aussi, c'est gigantesque. Donc, c'est tout un tout et que le gouvernement est en train de faire son petit bonhomme de chemin pour pouvoir atteindre le niveau fixé. Alors, tout ça peuvent-ils ou constituent-ils des attraits touristiques? Absolument. Je pense que c'est des attraits touristiques qui sont en train d'être mis en place actuellement. Parce que ce que ça peut rapporter comme économie au pays, c'est énorme. Pour le moment, on n'a pas idée. Voilà, c'est énorme. Parce qu'il faut installer toutes des structures autour pour pouvoir coordonner, gérer tout ça là. Et aujourd'hui, je peux vous assurer simplement qu'avec la statue des Amazones déjà, on peut faire des t-shirts, des casquettes, tu vois, beaucoup de choses. Tout ça là, c'est de l'économie aussi. Ouais, donc, je pense que le gouvernement... Vous mettez ainsi le plat dans les pieds, dans le plat de la deuxième partie de notre émission. C'est notamment les retombées économiques de ces monuments et de ces sites. Qu'est-ce qu'il faut espérer? Vous parliez tantôt de ces t-shirts, casquettes, même des tasses de thé, on a déjà vu, avec les effigies. Entre autres, qu'est-ce qu'il faut espérer d'autre en termes d'économie? La rentabilité de ces différents sites qui sont déjà des attraits touristiques. Parce que si ce n'était pas qu'on n'a pas autorisé, si c'était autorisé déjà d'aller voir la place des martyrs aujourd'hui, le monde, vous verrez que tous les jours, il y aurait des gens qui... Les gens sont impatients même d'aller toucher du doigt, faire des photos et être vraiment... Et donc, ce sont déjà des attraits. Et ce qu'on peut attendre, c'est énorme. C'est-à-dire que c'est environ 15 métiers qui trouveront de la matière première, donc qui pourront capitaliser ces différents attraits touristiques. Je vais commencer par les citer. Premièrement, vous aurez les transporteurs. Les transporteurs, ils vont faire déplacer, soit en bus, soit sur ZIM, soit sur Kloboto, soit sur bus, etc., des gens qui viendraient d'un endroit à un autre au site. Et donc, ceux-là trouveront à faire. C'est de l'argent qui rentre et par conséquent, ils vont payer des taxes, ils vont pouvoir eux-mêmes réutiliser les ressources qu'ils ont gagnées dans le système économique du pays. Vous aurez les guides de tourisme qui vont permettre aux gens, autour des discours cohérents à monter, permettre aux gens de visiter les sites, de comprendre ce que c'est. Et donc, ils auront des honoraires en tant que guide de tourisme. Le programme a même proposé la formation et le renforcement de capacité de Sekan-Widu de façon officielle. C'est en cours actuellement. Oui, et sans compter tous ces nombreux guides qui se forment au jour le jour, au quotidien, et dans différents centres de formation. Et après ça, vous verrez que ceux qui ont des restaurants vont trouver à vendre à des clients, parce que quand vous finissez de marcher, vous avez envie de manger béninois, de boire, de vous reposer, de discuter autour d'un petit pot. Et ça agit aussitôt également sur les hôtels et autres. Voilà, et eux, ils iront chercher chez les maraîchers les produits, et donc c'est comme ça, ça va. Et après, ce sera une chaîne. C'est énorme. Je vous l'ai dit, c'est environ au moins 15 secteurs qui retrouvent de la matière première, donc du travail, et qui vont faire profiter le pays. Et ce n'est pas que ça, justement, le tourisme. Le tourisme, ce n'est pas que les acteurs nationaux, locaux qui jouissent de cela. C'est aussi un élément de diplomatie internationale. Parce qu'avec ces éléments, ces outils, quand c'est bien exploité, vous pouvez gagner des opportunités, des formations, des projets, même à l'international ou auprès des institutions qui financent tout ce qui a rapport avec la culture. Une grande question qui se pose, et on va finir là-dessus, ce sera l'entretien de ces endroits-là. Ça nous a coûté beaucoup d'argent de les ériger. Il faudra également beaucoup d'argent pour les entretenir. L'argent là va sortir d'où?
Ouais, il faut dire que je ne sais pas comment c'est structuré au niveau des acteurs. Sinon, je ne sais pas si c'est la mairie qui va coordonner ça, soit est-ce que ça sera confié à une structure, c'est la structure à elle de définir comment ça va se faire, parce qu'à un moment donné, quand les gens vont visiter de façon gratuite, mais il faut aussi arrêter, et il faut commencer par aussi faire payer aussi des gens, et c'est sûr, c'est des petits sous qu'il faut voir, il faut l'entretien, voilà, et engager aussi des gens pour surveiller tout ça, là, c'est de l'argent aussi, voilà. Ce qui serait indiqué de faire, et je vais aussi profiter pour faire quelques observations sur les monuments réalisés. Ce qui serait indiqué Vous avez une minute. Oui, c'est surtout, je vais dire, rester dans une démarche PPP, partenariat public-privé. L'État a déjà fini de mettre en place le cadre. L'État maintenant passe au recrutement des spécialistes qui savent gérer les sites, puisqu'il faut donner sur chaque site un contenu artistique et culturel pour permettre l'animation, etc. Et c'est ça qui va donner plus d'intérêt à la visite de différents sites. Et donc, l'État doit pouvoir passer au recrutement des prestataires ou des gestionnaires de sites qui vont prendre ces sites-là et pouvoir les animer. Maintenant, l'un des principaux défis qui n'a probablement pas été suffisamment pris en compte dans les travaux, c'est la question du discours à construire autour de ces différents sites. Il faut suffisamment travailler et cette fois-ci impliquer les historiens, les sachants, donc les professionnels du bâtiment, etc., pour qu'on puisse réellement avoir de bons discours que les guides maintenant vont pouvoir s'en approprier pour pouvoir faire le travail. Si nous avons tous ces éléments, et donc contractualisation avec les prestataires ou les gestionnaires de sites, formation, construction de très bons discours autour de ces différents sites, vous verrez que l'omelette qui est, les graines semées vont générer des fruits d'ici quelques mois. Alors merci à vous, chers confrères, pour ce plateau de décryptage. On n'a pas la prétention d'avoir évacué tout le sujet, mais on a dit quand même l'essentiel. Merci Roderick Dedenyorou, merci également Pacôme Alomakwe d'être passé sur ce plateau. À présent, le dossier de la semaine. Après la centrale thermique de 125 MW de Maria Greta 2, le Bénin dispose désormais de sa première grande centrale solaire photovoltaïque de 25 MW. Ici, cette centrale permet d'avoir une consommation d'électricité éco-responsable. On se questionne quelles sont les autres implications. Suivons cet élément, le temps d'installer notre invité. C'est une véritable révolution énergétique qui se met ici en branle. Ilou-Lofin, petit village de l'arrondissement d'Issaba, dans la commune de Pobé, est à compter de ce jour le centre névralgique des énergies renouvelables au Bénin. La première centrale solaire photovoltaïque du pays voit ainsi le jour. Aujourd'hui, la plus grande centrale solaire photovoltaïque jamais construite au Bénin est devenue une réalité palpable et admirable. Le Bénin voudrait se positionner comme un pionnier de la transition énergétique en offrant à ses populations un mix d'électricité à très faible intensité de carbone. C'est une infrastructure pharaonique d'une capacité de 25 MW crête qui s'étend sur un domaine de 30 hectares. Plus de 39 milliards de francs CFA sont investis dans la réalisation de ce chef-d'œuvre à l'actif du gouvernement de Patrice Talon. L'objectif global du projet est de contribuer à la croissance économique du Bénin en améliorant les performances de ses opérateurs électriques et la qualité du service électrique fourni dans le respect de l'environnement. Ilou-Lofin jouit d'un ensoleillement naturel exceptionnel, ce qui lui vaut d'abriter l'une des plus grandes centrales solaires photovoltaïques de la sous-région. Ce joyau, symbole de souveraineté, est la résultante des efforts conjugués du projet Défisol, de la CEB, de la Société béninoise de production d'électricité, du groupement RMT et IFAGE, du ministère de l'Énergie et de plusieurs autres partenaires comme l'Union européenne et l'Agence française de développement. Le rêve précieux du chef de l'État et de son gouvernement est de faire de l'autonomie énergétique une réalité au Bénin. Cette centrale est l'expression réitérée de cet engagement. Elle permet par ailleurs de réaliser un mix énergétique responsable et de lutter contre le chômage. La centrale est extensible jusqu'à 50 MW crête. On parle donc des
panneaux solaires photovoltaïques et on se questionne, est-ce que c'est le véritable ou bien la véritable alternative au déficit énergétique? Et pour en parler, notre invité est déjà sur ce plateau. Il est ingénieur du génie électrique, spécialiste des énergies renouvelables. Faustin Daito, bonjour. Bonjour, chers amis. Merci d'être avec nous. Merci. Et pour m'accompagner dans l'entretien, Arnaud Adadja, première fois sur ce plateau. En tout cas, dans ce rôle-là. Dans cette posture Absolument. de journaliste. D'accord, merci. Allez-y. Alors, bonjour Monsieur Daito. Bonjour. Alors, comme vous venez de le suivre, dans l'élément qui vient d'être passé, le Bénin dispose désormais d'une grande centrale solaire photovoltaïque de 25 MW. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire? Merci. Je pense que notre pays est rentré dans l'ère des transitions énergétiques, à l'instar de tous les pays du monde. Vous savez que depuis quelques décennies, les consignes sont données depuis les Nations Unies et se sont répercutées à travers les organisations comme la CEDEAO et d'autres pour demander aux États d'évoluer vers le mix énergétique parce que d'abord au niveau écologique, nous avons le réchauffement de la Terre et si on ne prend pas des dispositions, nous risquons précipitamment de changer de planète si on a les moyens technologiques. Donc il faut absolument aller vers la diversification des flux énergétiques parce que les modes de production énergétique constituent le facteur majeur qui crée le réchauffement climatique. Sur un second plan, pour revenir à notre pays, vous savez que jusqu'en 2016, plus de 50 ans après notre indépendance, le Bénin a toujours été très dépendant de son approvisionnement en énergie électrique, avec comme corollaire les délestages intempestifs, puisque le courant est acheté à travers la CEB, donc ça vient de la Côte d'Ivoire, ça vient du Ghana, et puis de l'autre côté, ça vient du Nigeria. Et les contraintes extérieures font qu'il y a effacement. Dès qu'il y a effacement là-bas, ce n'est pas la SBE qui coupe, mais le citoyen constate que ça coupe. Donc tout ça, c'est dérangeant. Et ça pose un véritable problème de souveraineté nationale. Donc l'État, dans sa politique régalienne, s'est armé d'ambitions stratégiques sur ce plan pour que nous puissions passer de cette situation à aller vers la sécurité énergétique du territoire national. Donc, beaucoup de projets, de programmes sont en cours. D'abord, partie du PAC 1, le programme d'accueil du gouvernement. Et puis, également, nous sommes sur le PAC 2, avec de très grandes ambitions sur le plan énergétique. Voilà, donc, c'est un peu ça. Donc, cette centrale vient à point nommé, au titre de beaucoup d'autres centrales qui sont en gestation en ce moment, pour améliorer la capacité endogène du Bénin à s'autosuffire sur le plan énergétique. Et n'oubliez pas, vous voyez, au lieu de notre pays, il y a de l'évolution sur tous les plans. Il y a les gens au niveau du secteur libéral, chacun crée son projet et tous les projets font appel à plus de consommation d'énergie. Les ménages, ça se modernise, il y a une nouvelle technologie et nous avons lancé la zone économique spéciale de Glodjigwe. Tout ça, ça demande beaucoup d'énergie, donc nous devons accélérer. Donc cette centrale ne vient que satisfaire la démarche stratégique en cours pour autonomiser le pays sur le plan de la production d'énergie, donc satisfaire les besoins qui sont tout le temps, et ça grandit tout le temps. À chaque seconde, la demande nationale, et c'est comme ça partout, ça monte, à chaque seconde ça monte, donc l'État doit aller dans ce sens pour accélérer l'autonomie du territoire en termes de production d'électricité. C'est vrai que vous avez commencé par l'ébaucher tantôt et l'avantage écologique qu'offre une centrale solaire photovoltaïque. Mais quels sont les autres avantages écologiques? Bon, disons que, vous voyez, le mode de production de l'énergie, aujourd'hui, quand on prend les modes, vous avez les énergies fossiles, vous avez le charbon, et ce sont des modes qui polluent énormément l'environnement. Or, les énergies renouvelables sont des énergies naturelles que Dieu même a créées. Le jour, il y a le soleil,
il y a le vent, la nuit il y a le vent, nous avons les ressources hydrauliques, nous avons les ressources marémotrices, et tout ça, il y a aussi la biomasse. Tout ça, c'est partie des dispositifs énergie renouvelable que nous pouvons utiliser aujourd'hui grâce à la technologie pour produire de l'énergie dans des modes plus écologiques et qui créent moins de dégâts à l'environnement. Donc le photovoltaïque fait partie de cette disposition. On a fait des mesures, on a comparé différents modes de production d'énergie renouvelable. On a vu que le solaire, c'est ce mode qui nous permet d'aller vite et de façon plus économique. Mais il n'y a pas de risque que dans les années prochaines, cela puisse avoir des conséquences pour... Non, il n'y a pas de... Aucune conséquence. Non, il n'y a pas de conséquences. Déjà, nous sommes en train d'aller vers les dispositions qui prévoient le recyclage des équipements énergie renouvelables en fin de vie. Il y a déjà des projets comme ça aussi qui sont anticipés ou en voie d'anticipation, qui sont en cours. Par exemple, quand on prend les batteries, quand les batteries arrivent en fin de vie, il faut vite les recycler pour qu'elles ne se retrouvent pas dans l'environnement, pour créer d'autres problèmes. Les gens sont déjà en train de prendre ces dispositions. Et ces panneaux solaires photovoltaïques aussi sont recyclables ou pas? Oui, tout à fait. C'est recyclé, oui, parce que c'est de la matière, c'est de la verrerie. On peut les réchauffer, les transformer et le faire revenir encore. Faire revenir sous une autre forme. Okay. Oui, c'est bien beau, Monsieur Daito. Oui. Nous, on défend les intérêts des populations. Tout à fait. C'est bien beau toutes ces communications qui sont faites autour des centrales centrales solaires, photovoltaïques. Oui. Mais les populations se demanderaient le coût de la rentabilité et le coût de l'investissement. Là-dessus, qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, c'est un aspect sensible. Moi, je vous rassure que l'énergie solaire photovoltaïque, puisque c'est de ça qu'il est question, rend l'énergie électrique beaucoup plus accessible aux populations. Vous voyez, c'est beaucoup moins cher. Quand nous faisons, par exemple, des calculs économiques, je veux équiper une villa de classe moyenne avec peut-être 5 chambres à coucher, il faut peut-être 2 postes télé, 3 climatiseurs. Bon, un ensemble comme ça, nous pouvons investir jusqu'à 7 ou 8 millions. Je donne un exemple d'une villa quand même standard de classe. Bon, cet investissement, on peut l'amortir dans l'espace de 5, 6, 7 ans maximum, selon les configurations. Mais les modules photovoltaïques, leur durée de vie, aujourd'hui, c'est 30 ans. Ok. C'est 30 ans. Bon, les batteries qui nous créent des problèmes, aujourd'hui, on a accès à une nouvelle technologie, le lithium, qui nous permet de durer à partir de 10 ans à 15 ans. Donc, c'est vraiment rentable. Quand vous investissez environ 8 millions pour prendre ces panneaux-là, vous les avez sur 30 ans. Oui, vous avez les modules sur 30 ans. Vous avez les batteries sur au moins 10 ans. Les lampes à LED aujourd'hui, c'est des périodes de 30 000 heures, 50 000 heures. Donc, ça fait au moins 13 ans, 15 ans. Donc, c'est très rentable. Le seul problème aujourd'hui, c'est nous devons nous structurer pour que les citoyens ne soient pas obligés de déposer l'argent cash. C'est ça, pour pouvoir l'acquérir. C'est un peu la problématique que nous posons avec notre ministère de tutelle. Pour que les gens nous aident à vraiment aider les populations. Parce que c'est comme les voitures. En Europe, il y a des méthodes de leasing. Donc, il faut qu'on en arrive là. C'est-à-dire, on fait de leasing. Quand quelqu'un veut installer un système de 3 millions, peut-être la personne, on peut dire donner 500 000 et le reste, il va payer sur 3 ans ou 5 ans. On est en train de nous battre. Nous sommes en train de nous battre pour ça. Par exemple, quand on prend les microsystèmes dans les zones rurales, nous avons des kits solaires que nous déployons, qui sont des kits équipés de 5 lampes, un poste téléviseur 24 pouces, et on charge des portables qui coûtent dans les 300 000, 350 000. On trouve un modèle que nous appelons PayGo. Et, à l'abonnement, les gens vont payer environ 30 000, 50 000, ça dépend. Et après, ils vont payer peut-être 10 000, 15 000 par mois pendant 2 ans, 3 ans, et ça devient leur propriété. Il y a déjà ces modèles-là que nous sommes en train de mettre en marche, nous, à notre niveau, parce que nous avons pu avoir du soutien à travers un mécanisme de MCA Bénin 2, par exemple. Voilà, je ne suis pas le seul, il y a d'autres aussi qui sont dans des assaits dynamiques au niveau des microsystèmes. Et on pense que bientôt, on va aller dans les systèmes résidentiels où on va permettre aux gens de s'équiper
dans la douceur. Voilà, voilà, c'est ça. Alors, ça veut dire qu'au regard de toutes les difficultés économiques, les centrales solaires photovoltaïques deviennent l'alternative idéale. Une des alternatives. Vous voyez, il y a plusieurs technologies qu'on peut utiliser dans le domaine. Lesquelles n'a pas voilà. Aujourd'hui, nous sommes sur les centrales solaires qui sont vraiment faciles d'accès, faciles à déployer. Mais demain, rien ne nous empêche. Déjà, il y a des programmes vers la biomasse, transformation des déchets en énergie. Nous pouvons aussi aller vers l'énergie marémotrice. Vous voyez, nous avons une zone côtière équipée. Bon, il y a une autre énergie qui nécessite d'autres études plus approfondies. Nous sommes en train de faire la cartographie des vents. Parce qu'on n'a pas beaucoup de vent. L'énergie éolienne. Donc, on a qu'identifier les microclimats où la force du vent permet de faire rentabiliser des éoliennes. Donc, il y a aussi ça. Donc, il y a beaucoup de possibilités encore qui restent. Et sans oublier qu'on peut aussi bientôt aller vers l'hydrogène. Donc, tout ça, c'est des chantiers qui restent entiers et dans lesquels le Bénin est en train de faire des efforts parce que tout ne se montre pas encore. Il y a des choses qui se font dans les laboratoires au niveau de nos universités. Il y a des choses qui se font au niveau des partenaires au développement qui soutiennent quand même le Bénin dans son ambition de d'abord sécuriser notre territoire et qui, à court terme, je dis, peut bientôt... Parce qu'une fois que nous aurons assuré à 100% nos besoins, on peut déborder, commencer à avoir des ambitions pour exporter. Alors, à terme, on pourrait même aller à ne plus du tout utiliser l'électricité conventionnelle, c'est ce que vous dites. Bon, disons, on va utiliser. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui, l'électricité conventionnelle que nous utilisons, il y a des barrages. Normalement, tout ça, même les barrages, c'est l'énergie hydraulique que nous catégorisons aussi dans les énergies renouvelables. Vous voyez, on va utiliser ça. On va utiliser l'énergie... Par exemple, les centrales de Maria Greta, c'est du gaz. On va utiliser ça. On va utiliser du solaire et puis d'autres sources. C'est-à-dire c'est toujours bon d'alterner parce qu'il y a aussi une stratégie. C'est une variation. Voilà, parce que vous voyez, les énergies, selon les modes de production, n'ont pas les mêmes coûts. Donc, à partir des besoins, on peut, les systèmes de dispatching peuvent dire je suis dans la journée. Il y aura les besoins, mais il y aura aussi les disponibilités du temps. Oui, voilà. Par exemple, quand on prend la journée, une journée bien ensoleillée, parce qu'aujourd'hui, les centrales sont commandées de façon automatisée. Il y a des logiciels très puissants qui gèrent sur la base de fiabilité technologique et de stabilité du réseau, les performances économiques dans la production. Donc, si c'est le photovoltaïque qui produit abondamment dans la journée, qui nous permet d'aller vers les performances qu'on souhaite, là, le système va orienter la sélection vers ça, et c'est la production de nos centrales qu'on va prendre. Et puis, quand on tend vers la nuit, comme le soleil va tomber, on va s'orienter peut-être vers l'hydraulique, ou bien on va s'orienter vers le gaz. C'est un peu comme ça, ça marche. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que nous allons prendre une énergie A et oublier les autres. Non, nous devons faire le mix. C'est ça que nous appelons le mix responsable. Ça, le mix de façon qu'on choisit... Chacun choisit ce qui lui convient. Voilà, selon la disponibilité, et selon les critères économiques, techniques, et surtout stabiliser aussi le réseau pour que ça se passe en harmonie et que le citoyen lambda ait l'énergie, le service électrique de façon performante, à un coût vraiment économique pour ça. Voilà. Je ne sais pas si Ulvaïus pourrait me le permettre. J'ai encore deux questions pour M. Daito. C'est vrai, vous disiez tantôt que beaucoup de choses se font dans l'ombre. Et ça, c'est ce qu'on ne sait pas. Mais pour ce qu'on sait, c'est qu'il existait aussi des projets, dont les projets MCA. Tout à fait. Alors, que sont devenus ces projets-là? Non, je pense que c'est une très bonne question. Tout est en bonne dynamique. J'en fais partie. Aujourd'hui, en dehors de la centrale de l'Olofin, de Probert, de 25 MW, qui est déjà en extension vers 50 MW, d'ici un an et demi, on va encore aller inaugurer la suite pour passer à 50 MW. Et le MCA a promu avec le ministère de l'Énergie et le gouvernement 4 centrales qui sont déjà en œuvre, à Boycon, Parakou, Djougou, Naïtengou, ça fait environ au moins 50 MW, vous voyez.
Et donc ça aussi, d'ici 1 an, on peut aller les inaugurer. Il y a ça. Et puis il y a aussi d'autres centrales que l'État a autorisées à travers des programmes PPP, avec des partenaires privés. Et nous avons le volet hors réseau. C'est pourquoi je vous dis que je suis dedans. Où nous, on a été facilité par le MC Bénin 2. Donc on est accompagné pour promouvoir l'énergie dans les zones rurales qui n'étaient pas dotées de la couverture SBE. Donc on met à disposition des populations certains mètres des mini-réseaux avec dans un environnement de réseaux basse tension connectés, on produit, on les alimente, donc ils vivent exactement comme en Cotonou. Les zones vraiment qui sont éloignées des réseaux, il y a des dispositions, comme je vous ai dit, les kits solaires, comme à leur disposition, donc ils ont accès à la lumière, ils peuvent charger leur portable, ils ont accès à la communication, ils ont les postes téléviseurs, ils peuvent brancher les réfrigérateurs, donc ils ont le confort comme en la ville. Comme en ville. Oui, donc aujourd'hui, ce qui se passe, ça permet de vivre correctement n'importe où sur le territoire national. Donc c'est beaucoup de programmes. On n'a pas de 17 sociétés sélectionnées par le MCI2 qui avons bénéficié de facilitations pour étendre l'énergie dans le hors réseau. Mais tout ça, c'est quand même beaucoup d'argent pour l'État. C'est beaucoup d'argent pour l'État de faire tous ces investissements-là. Tout à fait. Bon, disons que, comme vous savez, le MC Bénin 2, c'est un programme signé entre le gouvernement des États-Unis et le Bénin pour promouvoir la sécurité énergétique nationale. Donc, les Américains ont mis 375 millions de dollars et puis le Bénin aussi en a mis. Donc, ça fait le tout fait plus de 400 millions. Et c'est ce paquet-là qui permet de faire... en dehors du hors réseau, il y a aussi le renforcement des capacités de nos réseaux. Oui, il y a beaucoup de renforcement. Parce qu'aujourd'hui, les fils électriques... Tout à fait. Le réseau était vieillissant, dépassé, donc avec tout ça et l'appui du gouvernement, on a, par exemple, quand je prends Cotonou est ceinturé en son 3 kV, donc on peut mettre beaucoup de puissance, donc les gens auront plus de facilité d'accès à l'énergie dans leur truc. Et le pays, vous savez, entre-temps, par exemple, pour alimenter le Lokossa, on doit passer par le Togo pour alimenter le Lokossa. Bon, on ne le sait pas. Aujourd'hui, on a construit des lignes qui permettent directement, on sécurise. Pour alimenter oui, directement, et aussi vers le nord. Sinon, avant, on était obligé de passer par le Togo pour aller rattraper par le nord et revenir au Bénin. Pas les lignes, ça. Aujourd'hui, on est en train de construire tout ça. Vous voudriez signifier que c'est là le vrai sens de l'autonomisation. Exactement. Aujourd'hui, la sécurité énergétique, on peut dire que ça y est. Parce qu'il y a un déploiement où on commence vraiment à approcher. Si on prend tout ce qui est en mouvement en ce moment, nous ne sommes pas loin, d'ici un an, d'atteindre les 500 MW en termes de capacité intrinsèque. Voilà. Merci à vous, Faustin Daïto. Nous sommes dans la bonne dynamique. Arnaud Dadia, merci pour avoir conduit cet entretien. Je rappelle que vous êtes ingénieur du génie électrique, spécialiste des énergies renouvelables et président directeur général d'une organisation que nous n'allons pas nommer pour éviter la direction des relations publiques. Merci à toutes et à tous pour votre aimable attention. C'est tout pour Week Echo de ce dimanche que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB le 3, www.ortb.bj, également sur la page Facebook de Bénin Business 24 et de votre émission Week Echo. Portez-vous bien et à dimanche prochain.